Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième prise parce que la première n'a pas prise. Donc désolé, en fait vous verrez aucune différence. C'est juste moi qui dois faire double travail. C'est pas grave. Je m'en suis rendu compte pas trop tard, donc j'ai encore la patate. Alors bon, aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Le premier sujet, ça va être les calories du matin. Donc comprendre pourquoi les calories du matin sont mieux tolérées par le corps que les calories en fin de journée. Large débat dans la communauté, on va dire, des influenceurs, etc. Dans la communauté scientifique, par contre, c'est clair, hein, il y a plutôt pas mal de choses qui vont dans le même sens. Donc voilà, c'est juste un débat de marketing et de vendeurs de programmes. Ensuite, vous avez le rocking, donc cette marche lestée qui est très populaire et qui devrait vraiment devenir encore plus populaire en 2024. Et on va parler de la fin du chocolat. Donc, vous savez que je suis accro au chocolat. Je pense que vous aussi. Alors, quand je dis accro, je suis totalement accro au chocolat. C'est-à-dire que vous m'enlevez mon chocolat pendant quelques jours. Je pars en croisade. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Bon. Ensuite, le sujet que j'ai traité ce week-end, pour ceux qui ont écouté un petit peu le cours de dimanche matin à 10h, là, que j'ai mis en ligne, j'ai sorti un cours sur les effets du jeûne sans jeûner. C'est-à-dire que il y a des spécialistes, scientifiques, chercheurs, qui ont mis en place un régime qui permet d'avoir les mêmes effets positifs que le jeûne. Donc le vrai jeûne, hein, je parle pas du jeûne intermittent, machin. Je parle du vrai jeûne, hein, le jeûne de 3, 4, 5 jours là que l'on fait pour tout un tas de raisons d'ailleurs, hein, que beaucoup de personnes font. Donc il y a des moyens de profiter de ces effets-là sans arrêter de manger. Et je sais que ça peut intéresser pas mal d'entre vous, notamment pour votre connaissance personnelle. Et j'avais envie de vous montrer déjà les études qui existent sur le sujet, vous les expliquer, vous les vulgariser au maximum pour votre compréhension, mais également vous apporter du concret, c'est-à-dire à quoi ressemble cette diète, qu'est-ce qu'on mange, à quel moment et tout, quoi. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ça, parce que effectivement, pour ceux qui cherchent à perdre du poids ou on va dire à faire un reset un petit peu métabolique, c'est des choses qui peuvent être envisagées, quoi. Bon. Après sous surveillance de médecin ou pas, je sais pas. Enfin, et voilà, je suis obligé de le préciser parce que même si j'ai affaire à des adultes responsables, je suis pas à l'abri qu'il y ait un adolescent ou un enfant qui m'écoute. Donc, avant de faire ça, demandez à votre tuteur légal et à un médecin. Donc, comment profiter des effets du jeûne sans jeûner ? Vous avez le lien dans les notes de cette émission. Alors, pourquoi les calories du matin comptent moins que les calories du soir? En fait, la raison, elle est simple, c'est que alors, je vais vous lire un petit peu, puis on en discute après. Donc, vous avez toujours entendu dire qu'il faut petit déjeuner comme un roi. Il semble que ce conseil populaire ait plus de poids que prévu, surtout pour ceux qui surveillent leur poids, donc leur ligne. Les recherches récentes suggèrent que les calories consommées le matin sont moins susceptibles de se transformer en graisse que celles ingérées le soir. Comment expliquer ce phénomène ? C'est très simple, ça tient principalement à notre horloge biologique interne ou le rythme circadien qui régule notre métabolisme tout au long de la journée. Selon les études, manger plus tôt dans la journée stimule la thermogénèse, le processus par lequel notre corps brûle des calories pour digérer et absorber les aliments. En d'autres termes, notre corps travaille plus pour transformer un petit déjeuner en énergie qu'un dîner. Donc là, vous avez, je sais, beaucoup de personnes qui écoutent et qui sont en mode « Ah, mais moi, je fais le jeûne intermittent où je mange pas le matin et je mange beaucoup le soir. » Si vous faisiez l'inverse, ça marcherait mieux. Tout simplement parce qu'en fait, le corps, il transforme plus le petit-déj en énergie, donc on va plus le métaboliser et le matérialiser en énergie plutôt que le stocker en réservoir d'énergie. C'est ça qui est important de comprendre. De plus, le matin, nos muscles sont plus réceptifs à l'insuline, donc on a une meilleure sensibilité à l'insuline. Ce qui est bien, c'est que le taux de sucre va avoir tendance à être plus bas.
Ce qui est moins bien, c'est que, ah zut, excusez-moi, il y a texto qui arrive en même temps. Ce qui est moins bien, par contre, c'est que vous êtes plus sujet aux hypoglycémies dans la matinée. Et oui, parce que si vous êtes très sensible à l'insuline, ben, vous avez également des hypoglycémies. Alors, c'est contre-intuitif, puisque une bonne sensibilité à l'insuline, c'est bon pour la santé, mais c'est également plus à risque de faire des hypoglycémies. Et oui, parce que la moindre hausse de sucre sanguin va être régulée. Donc, vous êtes toujours à fleur de peau, quoi, entre guillemets. Donc de plus, le matin, nos muscles sont plus réceptifs à l'insuline et absorbent rapidement le sucre sanguin pour former des réserves d'énergie, contrairement au soir où l'insuline est moins efficace. Donc on fait de la résistance à l'insuline, ce qui peut entraîner une hausse plus marquée du sucre sanguin après les repas. Donc une hausse plus marquée du sucre sanguin avec une résistance à l'insuline, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne moins de sucre capté par les muscles, donc à des fins glycogéniques énergétiques, et plus capté par le tissu adipeux sous forme de graisse. Donc si on mange plus lourd le soir, et notamment si on mange plus de glucides en fin de journée, on aura tendance à faire plus de gras que si on les mange tôt dans la matinée. Alors, si, évidemment, si vous allez me dire, ouais, moi je suis en déficit calorique et tout, oui, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs que les vendeurs de rêves, influenceurs sur les sites web et tout, dans leur programme, vous mettent plein de glucides le soir, même au régime, parce que vous êtes tellement en hypocalorie que bien sûr ça va marcher, vous allez quand même maigrir. Sauf que ça marche moins bien que si vous les aviez eus le matin. Et qu'à un moment donné, vous allez arriver à un plateau. Et ce plateau, ça va être le petit bourrelet du bas de bide ou les veines qui n'arrivent pas à apparaître sur les abdos. Je parle pour les pratiquants de muscu, body, fitness, tout ça, qui ont des objectifs au-delà du régime tour de taille un peu amoindri pour le maillot de bain, hein. Je parle pour ceux qui sont dans la discipline fitness, body, culture, hein. Donc là, ça sera les différences. Alors bien sûr, vous pouvez maigrir, hein. C'est ça en fait la différence entre maigrir. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait un truc très bien sur je sais plus qui c'est un gars à qui j'ai le livre, je vais vous dire son nom. Enfin, très bien, très sommaire dans ses explications et tout, mais c'est un Américain, Michael Matthews, qui a sorti le livre Plus musclé, plus mince, plus fort. Donc ça a été un best-seller à l'époque. Bon, après, on a mieux en France, hein, comme ouvrage sur la muscu. Mais bon, voilà. Et il disait, c'est faux, la musculation ne fait pas, enfin, il faut pas croire que la musculation fait perdre du poids. C'est faux. Et il a pas vraiment tort quand il dit ça, parce que la musculation n'est pas un sport pour perdre du poids. La musculation est un sport pour perdre du gras et prendre du muscle. Mais c'est pas un sport pour perdre du poids. Puisque perdre du poids, ça serait pour perdre du muscle, de l'eau, de la graisse, tout. Et effectivement, on perd du gras avec la musculation, mais la musculation a tendance à vouloir faire prendre du poids par la prise de muscle. Donc vous allez me dire, mais oui, mais si on mange, blablabla, tout ça, oui. Mais quand même, la logique, alors que la course à pied, par exemple, elle n'a pas pour objectif de vous muscler, en fait. Elle n'a pas pour objectif de vous faire prendre du poids. Elle a plutôt pour objectif de vous en faire perdre, puisqu'elle a envie de vous rendre plus efficace, plus léger pour courir et tout. Donc la prise de poids, la perte de poids, à ne pas confondre avec la prise de graisse, la perte de graisse, la prise de muscle, la perte de muscle d'ailleurs. Ce sont des notions, il faut vraiment préciser les choses. Donc, quel est le meilleur sport pour perdre du poids? Si quelqu'un vous dit la muscu, pour perdre du gras, pour prendre du muscle, mais pour perdre du poids, non. Donc on a dit, donc vous avez compris, donc manger, mieux vaut manger plus le matin que plus le soir, si vous voulez avoir un tour de taille sec, etc. Ce n'est pas tout. Une autre recherche montre que les personnes qui consomment une plus grande partie de leurs calories le matin tendent à perdre plus de poids à long terme, comparativement à celles qui mangent plus tard. Une expérience a même démontré que les individus prenant leur repas principal le matin perdaient de façon plus significative du poids que ceux qui mangeaient plus le soir, malgré une consommation calorique identique. Non, mais ça, je vous en avais déjà parlé. À calories égales, selon le moment de la journée où vous mangez vos calories, vous perdrez pas la même quantité de poids. Pour les amateurs de chiffres, voici quelques statistiques intéressantes. Une étude a trouvé que simplement déplacer la consommation de calories vers le matin pouvait entraîner une perte de poids d'environ, alors c'est en anglais, 2 livres par semaine. Ce qui est pas mal, hein. En conclusion, si votre objectif est de perdre du poids ou de mieux gérer votre glycémie, envisagez de faire du petit déjeuner ou du déjeuner vos repas principaux. Cela pourrait non seulement faciliter la gestion de votre poids, mais aussi améliorer votre santé globale. Bon, moi en règle générale, j'ai un petit déjeuner moyen. C'est pas le plus gros repas, mais il est moyen. Et mon repas du midi est plus dense que mon repas du soir, ça c'est sûr. Voilà.
Je et c'est comme ça que je me maintiens et puis de toute façon quand on mange trop, moi j'ai remarqué une chose, au-delà du tour de taille et tout qui diminue pas de la même manière, quand on mange trop en fin de journée, mais c'est surtout qu'on passe tellement une longue partie de la nuit à digérer ce qu'on a mangé le soir, si c'est trop copieux, que le matin on se réveille, on sent qu'on n'est pas optimal. Alors certes, on aura peut-être les réserves de glycogène un peu plus pleines, même si on a bien vu que c'est défavorable par rapport à la consommation du matin, mais le sommeil est de mauvaise qualité quand on digère trop longtemps. Si jamais vous passez, je sais pas moi, les 3-4 premières heures de votre nuit à digérer ce que vous avez mangé, c'est pas la même chose que si vous rentrez directement dans des sommeils profonds, avec absence de digestion et tout. Alors il y a toujours une petite digestion, je sais, mais pas une lourde digestion, quoi. Voilà. Sujet suivant, donc commencer le rucking. Donc déjà, c'est quoi le rucking? Le rucking, la tendance en 2024. Donc le rucking qui allie marche et poids supplémentaire, donc de la marche lestée, mais il y a même des sacs à dos qui ne sont pas des sacs à dos, ce sont des sacs où vous mettez une espèce de plaque de fonte dedans. Donc et puis ça coûte cher. Je crois que sur Rock, j'en ai vu à 300 balles. Donc je trouve ça un peu cher quand même pour un sac à dos lesté. Je pense que si vous avez un sac à dos à la maison, vous pourrez le lester avec facilement avec vos trucs. Alors le marketing a dû vous convaincre que non, mais moi je pense que si. Euh, donc ça allie de la marche avec des poids supplémentaires. Donc ça s'annonce comme la tendance fitness de 2024. Alors c'est pas sorti en 2024, hein, mais ça va se populariser au fur et à mesure de 2024. Cette activité qui prend ses racines dans les entraînements militaires consiste à marcher en portant un sac à dos lesté. Alors c'est pas juste une marche, hein, c'est une marche boostée qui met à l'épreuve votre endurance et votre force musculaire. Donc le but c'est de marcher à un rythme soutenu. Donc la marche militaire c'est un rythme soutenu. Je me rappelle plus des combien de kilomètres heure c'est, mais c'est soutenu. Mais et avec un sac à dos lesté. Donc les avantages du rocking sont nombreux. Il permet de brûler jusqu'à 3 fois plus de calories que la marche simple, tout en renforçant les muscles du dos, des épaules et des jambes. Alors pas que du dos, hein, parce que d'avoir le sac à dos lesté. Certes, ça va bien appuyer sur les muscles, notamment les trapèzes et tout. Vous allez, ça va bien vous chauffer, mais c'est également la sangle abdominale puisque le sac a tendance à vouloir vous emmener en arrière et vous allez contrecarrer en amenant le buste vers l'avant. Les jambes, par contre, oui, effectivement, les fessiers, les mollets, les ischios et les quadris. Mais bon, il y a autre chose qu'il faut noter, c'est cette fameuse dépense calorique. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire plus de cardio, mais qui ont peu de temps pour en faire. Ça peut être intéressant de faire de la marche lestée, hein. Alors la marche lestée, je pense que pourquoi c'est devenu populaire, c'est en partie parce que de marcher avec un gilet lesté, donc ça fait un peu marcher avec un gilet pare-balles. Les gens, ils ont du mal en fait à affronter le regard des autres. Vous savez que le regard des autres, c'est une des plus grosses anxiétés du monde, hein, qu'on partage tous, l'anxiété sociale, quoi. Et c'est vrai que de marcher avec un sac à dos lesté, c'est passe-partout, en fait. Les gens savent pas si dedans vous avez votre pique-nique ou si vous avez 2 disques de fonte de 10 kilos, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus tolérable aux yeux des autres de marcher avec un sac à dos lesté. Moi, je suis pour, hein, ce genre de pratique, hein. Après, je suis pas pour acheter des sacs à dos à 300 balles. Alors évidemment, ils vont être hyper robustes, mais enfin, moi, je suis un petit peu plutôt dans la débrouille, quoi. J'ai du mal à mettre. Là, j'y vois pas d'intérêt, quoi, à acheter ce sac à dos. Je pense qu'un vieux sac à dos que vous renforcez vous-même sur les points sensibles avec du fil de pêche étant transparent, si vous le serrez bien, vous pouvez vraiment vous faire quelque chose qui sera robuste, quoi. Ou carrément du fil de plomb, quoi. Voilà, pour ceux qui cherchent un entraînement, enfin le plomb on évite quand même en contact avec la peau. Pour ceux qui cherchent un entraînement à faible impact, le rocking est idéal, moins dur pour les articulations que la course à pied. Il reste exigeant et efficace pour améliorer la condition cardiovasculaire et la capacité de travail musculaire. Il peut aussi se pratiquer en groupe ou en famille, ce qui en fait une activité sociale et motivante. Alors pour commencer le rocking, c'est assez simple, hein. Commencez avec un poids léger, environ 10 à 15 livres, et augmentez progressivement à mesure que votre condition s'améliore. En gros 4, 5, 6 kilos, quoi. Donc j'en étais où? Ici, augmentez progressivement à mesure que votre condition s'améliore. Il est recommandé de porter des chaussures de trail robustes pour le soutien et l'adhérence. Bon, ils disent que
que c'est une tendance qui va monter fortement en 2024, certainement avec les beaux jours du printemps et tout. Moi, je trouve que c'est pas idiot. Alors moi, j'aime bien la marche, j'adore marcher, j'adore me promener. Pas randonner, je suis pas un randonneur, mais j'aime bien marcher. Et je pense que 1 heure de marche lestée comme ça, autour de chez vous, si vous avez un endroit un peu sympa pour aller marcher, ou alors vous savez, il y a des gens parfois ils ont des endroits pour aller marcher, mais la boucle elle est pas suffisamment longue. Ils disent ouais, il faudrait que je fasse 2-3 boucles pour être épuisé. Ben, la marche lestée pourrait devenir intéressant pour essayer de comme variable d'ajustement pour intensifier une boucle trop courte. Voilà. Et bon, au-delà de ça, forcément, vous savez, le corps, comment dire, on cherche toujours à adapter le la marche, par exemple, c'est quelque chose de très économique. Quand je dis très économique, ça brûle pas énormément de calories si vous marchez dans le confort de votre vitesse de croisière avec votre simple poids de corps. Pourquoi? Parce que, vous êtes musculairement adapté pour supporter votre propre corps aujourd'hui et pour le mettre dans l'inconfort, faut soit, marcher au-delà de votre vitesse de croisière, donc de votre vitesse de confort, donc légèrement plus vite, ou vous lester un petit peu pour mettre de l'inconfort, tout simplement de la contrainte. Et c'est vrai que vous pouvez jouer soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur la vitesse, soit sur la charge, ou sur les deux. Donc marcher à un rythme un peu plus soutenu. Ça veut pas dire marcher trop vite, ça veut dire juste un peu plus soutenu avec le sac à dos derrière, quoi, un peu lesté. Vous pouvez tout simplement mettre un sac à dos avec 3 bouteilles d'eau. Si c'est 3 bouteilles d'1,5 litre, vous êtes dans les normes là pour augmenter un petit peu. Et ça vous permet d'avoir quelque chose d'utile, de la flotte, tout en profitant des effets de la marche, quoi. Voilà. Sauf qu'à la fin, vous aurez, enfin, je pense pas que vous allez boire tout, mais ça vous ou sinon vous mettez un bidon. Les bidons, c'est mieux parce que ça prendra plus facilement la forme du dos, vu qu'un bidon, c'est un peu mou et c'est à une surface plane. Vous prenez les bidons style, moi j'ai des bidons à la maison d'eau déminéralisée, vous savez, pour le faire repasser et choses comme ça. Quand c'est vide, vous le gardez et ça vous permet d'avoir un truc qui fera à peu près 5 kilos pour mettre dans votre sac, quoi. Voilà. Le chocolat est en danger. Alors c'est un post que j'ai trouvé, j'avais envie de partager parce que dans le monde du chocolat, enfin du cacao surtout, il y a un virus qui est dévastateur, le CSSVD, et qui menace jusqu'à 50% des récoltes en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, transmis par les cochenilles. Ce fléau entraîne une baisse significative de la population de la production du cacao, ingrédient essentiel du chocolat. Donc face à ce problème, les chercheurs proposent une solution innovante basée sur les données mathématiques pour optimiser la plantation des arbres vaccinés et limiter la propagation du virus. Cette méthode encore expérimentale pourrait non seulement sauver les récoltes, mais aussi améliorer les revenus des agriculteurs essentiels dans la lutte pour préserver notre approvisionnement global en chocolat. Alors là, on est peut-être au début, vous savez, les vaccins, tout ça, il y a du bien, il y a du pas bien. Euh, On est peut-être au début, alors certainement qu'il y a des traitements déjà, mais le chocolat pourrait, je dis bien, ne plus être celui qu'on a connu dans le sens où, si on se met à avoir des variétés vaccinées pour résister à certaines choses, puis petit à petit en fait, moi, quand j'entends ça, je pense au blé. Donc le blé qu'on a aujourd'hui, versus le blé ancien qu'avaient nos ancêtres, ça n'est plus le même blé. Pourquoi? Parce que ça a été des espèces croisées pour résister au vent, au gel, aux parasites, à toutes ces choses-là. Et ça a été génial parce que grâce à ça, on a pu nourrir des populations entières qui souffraient de famine ou autre, peut-être. Mais parallèlement, on a développé un blé beaucoup trop riche en gluten et ça a mené à une épidémie, on va dire, de sensibilité au gluten, parce que franchement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le sont. Alors évidemment, à 18, 19, 20 ans, on mange tout, on fait feu de tout bois et tout, mais avec les années, et c'est là le problème, c'est qu'avec les années, les gens ne remettent pas en question des vieux conditionnements, des vieilles habitudes. Mais moi, par exemple, tout simple, hein,
moi, je mange pas de gluten. C'est-à-dire que toute la semaine, je mange pas de gluten, mais je suis pas non plus un on va dire, trop rigide par rapport à ça. C'est-à-dire que je veux pas complètement devenir, on va dire, d'avoir une trop grande sensibilité parce que vous savez qu'il y a aussi un effet de privation trop longue et donc du coup, on tolère plus le produit. Moi, j'essaye d'en réintégrer de temps en temps. En tout cas, quand, si jamais mes potes me disent soirée pizza et que j'y vais un peu à l'improviste, bon, ça arrive pas souvent, mais si ça arrive ou qu'on se fait une soirée pizza, j'ai envie de pouvoir manger la pizza sans finir ma soirée sur le trône, quoi. Eh bien, vous savez, même si j'en consomme encore ponctuellement, donc le week-end, lors d'événements comme ça, je le sens tout de suite. Dès que j'en consomme, je sens que je suis plus pris au niveau de la sphère ORL. Je sens que au niveau digestif, mon transit n'est pas aussi bien régulé que quand, j'en mange pas. Il y a tout un et puis aussi au niveau des humeurs, je sens qu'il y a un petit nuage noir qui plane quand je mange des trop de gluten et ça, c'est pas, quand j'en abuse, c'est quand j'en mange une fois à un repas. Donc moi, il y a vraiment un effet, aigu, mais alors pourtant je suis pas allergique, je veux dire, je j'ai jamais été diagnostiqué comme ça ni rien, mais j'ai une bonne sensibilité. Donc si vous voulez, moi je peux pas voir que le ça en fait, c'est pour ça que je parlais du sujet du chocolat parce que je suis un accro au chocolat, un accro, assumé, on va dire, hem et ça m'ennuierait que la qualité de notre cacao se détériore. Alors c'est très bien, effectivement, là on parle de business, de récolte, de production et tout, c'est pour sauver les récoltes et le travail des gens qui le produisent. Mais j'ai toujours, si vous voulez, dans ma tête, le très bien, puis après on regarde les conséquences et les conséquences, j'espère que ce sera pas que les fèves de cacao ou par exemple perdre leurs effets, leur richesse en polyphénol et tout ce qu'on aime bien aujourd'hui, quoi. Ce qu'on aime bien avoir dans notre cacao aujourd'hui, puisque c'est une des bonnes raisons de manger, d'être accro au chocolat, c'est, que ça apporte pas que des graisses saturées et du sucre, ça apporte aussi des polyphénols, tout un tas de micronutriments, pas que ça, un peu de magnésium aussi, qui permettent justement de lutter par exemple contre l'hypertension. Il y a également un effet, je sais pas si on pourrait dire sérotoninergique, léger, donc légèrement antidépresseur quoi si vous voulez. Et donc voilà. Bon, c'est pour ça, j'avais envie d'en parler parce que je sais que parmi vous, dès qu'on commence à faire attention, comme vous, comme moi, souvent le chocolat est une des choses qui reste parce qu'on sait qu'elle est, c'est un peu l'aliment plaisir autorisé, c'est un petit peu l'exception à la règle, le chocolat noir, puisque très souvent, quand on mange sainement, on se rend assez rapidement compte que c'est bizarre, mais tout ce qui est trop bon au goût, finalement, c'est un peu, ce qui va me faire prendre du bide ou du cul, quoi. Mais le chocolat, c'est le truc qui est borderline en fait. C'est le truc qui est ok si j'en abuse, genre un gros cul, un gros bide. Mais en même temps, si je consomme la juste dose, ça peut être plutôt protecteur et bon pour la santé. On pourrait retrouver avec ça le vin rouge. Vin rouge, un verre de vin rouge de temps en temps, pas forcément tous les jours. Pourquoi pas? Par contre, 3 ballons par repas, non, non. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose. Il y a pas beaucoup d'aliments comme ça, hein, qui sont, et des aliments plaisir, aliments plaisir, on va dire partagés. Parce qu'évidemment, vous allez me dire: «Mais moi j'adore les brocolis, je suis fan des brocolis», OK, mais c'est pas un plaisir partagé. Le chocolat, on est plutôt d'accord pour dire que c'est un plaisir partagé. On a le café également qui est comme ça. Le café étant plutôt, regardez les ventes de café, peut-être que vous aimez pas, mais globalement la planète aime le café. Heu, Son amertume et tout, alors souvent chez les adultes, c'est quelque chose qui pris à la juste dose est bénéfique. Pris à haute dose est contre-productif en fait, et plutôt nocif. Donc il y a peu de choses comme ça, hein, vraiment qui sont, à la fois plaisantes et bénéfiques si on sait en consommer la juste dose. Parce que je vous prends
un autre exemple, mais si je vous prends de la pâte à tartiner populaire ou des barres chocolatées populaires, il y a pas de dose juste bonne pour la santé en fait, puisque c'est que du sucre, c'est que des graisses de mauvaise qualité et tout. Donc voilà. Bon, on a bien parlé ce matin. Est-ce que vous avez déjà fait un jeûne, un vrai jeûne de 5 jours? Je sais pas, dites-le moi en commentaire là, les jeûnes de 3, 4, 5 jours là. Ça a été relativement populaire, hein, il y a quelque temps là, quand le documentaire Arte était sorti, le jeûne, une nouvelle thérapie. Donc il y a eu un mouvement comme ça de popularité des jeûnes de plus de 3 jours, donc des jeûnes de 5 jours. Alors sous surveillance et tout, hein, faut pas faire ça n'importe comment, mais certains se sont lancés un peu à l'aveugle. Bon voilà, ce sont des adultes, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et je sais pas, je serais curieux d'avoir vos retours, ceux qui l'ont fait, positifs, négatifs dans les commentaires, hein. S'il y en a qui l'ont fait, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas fait. Et en tout cas, sachez que maintenant, Walter Longo, hein, donc c'est celui qui est vraiment le pionnier, celui qui écrit beaucoup là-dessus, qui propose justement cet effet, cette diète pour mimer ces effets-là du jeûne sans avoir besoin de jeûner. Donc je vous ai détaillé tout ça du jour 1 au jour 5, de comment faire en mangeant et heu et voilà, donc vous avez les liens dans les notes de ce podcast. Sinon encore un grand merci pour tous vos messages de soutien. Je les lis, je les ai lus là, les derniers que j'ai pu avoir sur YouTube ou ailleurs. Merci beaucoup. On est quasiment à 400 votes, je crois, ou 300 votes, je sais plus, sur Apple Podcast. Je crois qu'on était à 399 comme ça. Je me suis dit, le prochain, ce sera le 400e. Donc s'il y en a un parmi vous qui est fan des controns, il pourrait être le 400e, le 400e votant sur Amazon, pas sur Amazon, sur Apple Podcast. Voilà. Bon bref, je m'arrête ici. J'ai trop parlé comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne séance, un bon cardio si vous êtes en plein dedans, une bonne journée de boulot si vous m'écoutez dans les bouchons. Et puis, voilà, pensez au sport, pensez à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement pour un autre épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.